Et voilà, dernière émission de la semaine, il y a Frédéric Casanova qui est avec nous et qui danse sur le générique. Eh ben quoi, un petit peu, attends. Je vois ça. Refais, parce qu'on n'a pas assez bien vu. C'est bien. Ah, il y a quelque chose là, ça y est. C'est un succès dans les années 70. Ouais, tu as raison. Le vendredi, c'est permis. Voilà, c'est pour toi. Aujourd'hui, ben voilà, on a fait un zoom sur Frédéric Casanova qui nous accompagne. Aujourd'hui, je réponds à quelques questions juridiques. Oui, à quelques questions que vous vous êtes posées tout au long de la semaine. Et puis après, avec toi, on va aborder Jean-Marc Génous. Je rappelle que tu es, je veux dire, spécialiste de l'histoire et de la science notamment, professeur d'université dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, tu nous ouvres une parenthèse sur un certain méridien. Oui, aujourd'hui, on va voir comment la France a perdu le méridien de Paris. Méridien de Paris, c'est-à-dire c'est le méridien sur lequel on se cale pour donner une horaire universelle. C'est celui sur lequel on aurait dû se caler. Et malheureusement, il est parti dans la banlieue de Londres, à Greenwich. Parti dans la banlieue de Londres. On va apprendre pas mal de choses pour cette toute dernière grande émission, mesdames et messieurs. Voilà, donc dès la semaine prochaine, ben voilà, quand vous allumerez, vous verrez un programme beaucoup plus tourné vers de l'actualité, tourné vers un programme. Voilà, BFM ouvre les portes à une nouvelle programmation et une nouvelle identité de chaîne que vous allez découvrir dans les mois qui viennent. Et puis voilà, on tourne la page à Varazur sur ce contenu-là et puis sur la grande émission en tout cas. Et puis aujourd'hui, pour clôturer finalement cette série de jolies grandes émissions, on termine avec finalement une thématique assez universelle. Avec toi, Séverine Dozon, maître au barreau de Toulon et avec un diplôme universitaire en droit des animaux. Et avec toi, on va reparler d'une certaine actualité autour des animaux et finalement de cette protection animale. Oui, alors c'est un sujet en ce moment qui bouge pas mal, hein. Je pense qu'on l'a tous constaté. Il y a eu beaucoup d'émissions, notamment d'Hugo Clément ou de Martin Veil en ce moment. Ça bouge énormément au niveau des documentaires. Et ça bouge pourquoi? Parce qu'il y a eu des avancées au niveau législatif également, c'est ça qui est important. Trop peu importante toujours, hein, mais enfin ça bouge encore au niveau à ce niveau-là également, donc c'est important de le signaler. Il y a aujourd'hui, ça se raffermit, ça se renforce au niveau des sanctions, au niveau pénal notamment, au niveau des amendes délictuelles, sur la maltraitance, sur les actes de sévices, de cruauté envers les animaux. Donc on est vraiment aujourd'hui sur des peines qui sont plus lourdes et surtout qui sont concrètement plus appliquées dans les tribunaux. Quand tu dis ça bouge dans l'actualité, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que dans les médias aujourd'hui, des affaires, je veux dire, tournées vers les animaux et justement vers la maltraitance des animaux, c'est des choses dont on parle vraiment de manière un peu plus régulière, finalement, parce que la loi est venue renforcer notamment cette protection. C'est ça, parce qu'il y a un relais qui est pris au niveau législatif. Jusqu'à présent, j'en avais parlé lorsque j'étais venue la dernière fois, tu t'en souviens, on en avait discuté. C'était vraiment un relais qui était pris uniquement à l'époque encore par les associations de défense des animaux qui poussaient vraiment au niveau législatif. Et aujourd'hui, enfin, le législateur s'en est saisi et arrive à faire des avancées concrètes que l'on commence à voir, enfin je le vois au niveau des dossiers au cabinet, qui commencent à se concrétiser vraiment avec des sanctions et des délibérés qui sont favorables aux associations lorsqu'elles portent la voix des animaux. Là, justement, on voit quelques images. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui serait sympa, c'est d'aller peut-être vers cette protection de l'animal, peut-être dans le monde du cirque et dans le monde aussi des animaleries. Quand on dit animalerie, c'est pas forcément élevage, c'est vraiment les animaleries qui vendent les animaux. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie des avancées les plus importantes et les plus récentes. C'est que des députés ont proposé cet amendement-là. Il a été voté. Alors c'est applicable en 2024. Donc on est encore sur quelque chose de progressif avec une application à plusieurs temps, mais c'est déjà bien puisque ça existe. Et effectivement, la vente en animalerie des chiots et des chatons va être interdite, comme ça l'est déjà d'ailleurs en Grande-Bretagne depuis l'année dernière. Donc on se calque un petit peu sur ce qui se fait de mieux, si je puis dire, dans les pays européens ou ex-européens. Voilà, on essaye un petit peu d'aller dans ce sens-là, qui est le bon sens pour les animaux. Voilà, donc c'est progressif, c'est pas encore effectif aujourd'hui, mais enfin, on y arrive, de même qu'une réglementation exacerbée sur tout ce qui est les sites de vente en ligne, le Bon Coin notamment. Ça, c'est important parce qu'il y a une charte qui a été signée de bonne conduite, si on peut dire ça comme ça, pour tout ce qui est mise en ligne d'animaux. Parce que là encore, on touche du doigt le problème dont on a parlé la dernière fois, qui est que l'animal aujourd'hui est encore un peu dans un statut hybride au niveau législatif, dans le code, entre le bien et l'être sentient, l'être qui ressent. Mais il a longtemps été considéré comme un meuble, c'est-à-dire que légalement c'était une propriété comme un meuble. C'est ça. Et c'est vrai que quand on voit les ventes d'animaux dans les animaleries notamment, c'est tout à fait ce à quoi on assiste, c'est-à-dire des animaux dans des cages à côté de tout l'attirail, si je puis dire, qui va avec l'animal. Frédéric ? Et je crois, Séverine, tu pourras me confirmer si je me trompe, mais c'est aussi la volonté de responsabiliser l'acquéreur, c'est-à-dire qu'on rentre dans une animalerie, on croit qu'on achète un animal comme on achète en fait un paquet de pâtes. Or c'est pas le cas, on est parti pour des
des années, finalement, avec la vie de cet animal, la responsabilité qu'on en a. C'est aussi une volonté de responsabiliser, je crois, les acquéreurs. Exactement. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'effectivement, tout part de là. C'est-à-dire que si on n'a plus cet achat compulsif, souvent du samedi ou du dimanche en famille, dans une animalerie où on vient avec les enfants, où effectivement on se laisse un petit peu attendrir par le chiot, le chaton que l'on voit dans la cage ou dans l'enclos, il faut vraiment sensibiliser, dès le plus jeune âge d'ailleurs, à ce qu'est vraiment un animal et effectivement, comme tu viens de le dire, à tout ce que ça va représenter derrière d'années et d'années. Et pour faire le parallèle à ce dont tu parlais, c'est-à-dire ces animaleries et tout, c'est aussi parce que derrière, on s'est rendu compte que beaucoup d'animaux étaient sevrés aussi beaucoup trop tôt. C'est aussi respecter, la construction et l'équilibre de l'animal. C'est tout le problème, c'est-à-dire que pour alimenter ces animaleries-là et ce commerce-là et cette demande, eh bien, il faut bien qu'il y ait à la base des portées qui soient faites. Donc on assiste aujourd'hui, on le voit aussi dans ces documentaires-là dont je parlais tout à l'heure, à des espèces d'usines à chiots, de production de chiots et de chatons pour alimenter cette chaîne-là qui va permettre effectivement ensuite aux consommateurs et à l'achat compulsif, si on peut dire, du week-end, du chiot, du chaton, qui malheureusement, bien souvent, finira dans un refuge. Pourquoi ? Parce que ça génère aussi des troubles du comportement. Ces animaux-là, ils sont sevrés trop tôt. Il n'y a pas toute la chaîne normale, si je puis dire, d'adaptation de cet animal-là avant qu'il ne soit remis au propriétaire. Voilà, donc c'est très compliqué, ça engendre... Ce mode de sociabilisation est essentiel dans l'équilibre de l'animal, c'est-à-dire que, j'allais dire, la mère, la femelle, est vraiment là pour l'accompagner et elle le fait vraiment par étapes, sur la propreté, sur plein de choses, parce qu'elle apprend énormément de choses et il y a besoin de cette socialisation avec les gens qui habitent sur place, avec d'autres animaux, etc. Et quand cette chose-là n'est pas faite dans cet équilibre-là, comme tu dis, demain il y a des problèmes de comportement, de peur, de crainte, des problèmes de propreté, ça peut manger ses propres excréments, etc. jusqu'au bout, etc. Oui, et puis ça peut causer beaucoup de dégâts aussi. Donc les gens, c'est vrai, parfois adoptent dans des appartements, par exemple, et on assiste à des chiens, notamment, qui ont des comportements complètement destructeurs. Donc les gens se retrouvent démunis et c'est là où on arrive à une vague d'abandon avec ces animaux-là dont malheureusement on ne sait plus quoi faire. Donc l'éducation quand même est importante des animaux. Pourquoi, si on pouvait faire le parallèle, c'est-à-dire que là c'est une protection et donc l'éducation aussi importante sur ce point-là. Mais ces animaux en vitrine aussi, pareil, est-ce que c'est pas gênant aussi, tout simplement, je veux dire presque moralement ? Oui, bien sûr. Ça revient un petit peu à ce que disait Frédéric tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on ne doit plus en tout cas trouver normal d'arriver dans un magasin et de voir des chiens, des chats en vitrine à l'achat comme n'importe quel autre objet ou comme n'importe quel autre bien. Et c'est là où effectivement on en revient à ce que disait Frédéric, c'est l'éducation, la sensibilisation et expliquer vraiment ce qu'est un animal. C'est un être sentient, un être qui ressent de la peur, de l'angoisse, voilà. On parle là des animaux d'animalerie, là c'est vrai qu'on parle chien, chat, etc. Mais animalerie, c'est peut-être d'autres animaux. Il y a peut-être le regard qu'on doit porter sur les animaux doit peut-être évoluer sur d'autres espèces animales. Bien sûr. Alors ça, c'est un petit peu une des limites effectivement de ces projets-là de loi, c'est que pour l'instant, ça ne toucherait que les chiots et les chatons. C'est-à-dire que tous les petits animaux que l'on trouve en animalerie qui plaisent tant à nos enfants, les petites gerbilles, les lapins nains et autres, je ne sais pas encore. Les nouveaux animaux de compagnie, etc. C'est ça. Tous ces animaux-là passent vraiment au travers de cette grille-là de réglementation. C'est-à-dire que concrètement, on pourra continuer, en tout cas pour l'instant, à acheter ce genre de petits animaux de compagnie qui pourtant, bien qu'ils soient plus petits par la taille, ressentent tout autant la peur, l'angoisse et peuvent également être maltraités ou parfois, là on l'a constaté également dans l'actualité, servir de nourriture aux nouveaux animaux de compagnie, par exemple. Bon, là, en même temps, ce que tu veux, c'est pas accabler non plus tout ce qui est, j'allais dire, les équipes des animaleries. C'est juste que là, derrière, on veut protéger les animaux, bien etc. Aujourd'hui, en plus, la plupart aussi les traitent plutôt correctement. Bien sûr, bien sûr. Le propos, c'est pas du tout de stigmatiser, effectivement, les personnes qui travaillent dans des animaleries, qui font du mieux qu'elles peuvent et souvent, ce sont des gens qui sont passionnés par les animaux. C'est simplement réglementer cet achat-là et les conséquences qui viennent derrière. Tu veux reposer une question, toi, je sens. Oui, non, moi j'avais une question en général parce que tu nous parles de l'évolution du droit. Et on a vu dans l'actualité récente de graves problèmes, surtout dans des abattoirs. On en parle régulièrement. Et quand est-ce qu'on va avoir une législation qui va enfin évoluer sur cette question-là ? Et pourquoi, tout simplement, cette question qui se pose, ne pas mettre enfin des caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs pour qu'on arrête enfin de parler de tous ces faits divers qui nous horripilent tous ? Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet récurrent et il faut qu'il le soit d'ailleurs. Depuis plusieurs années, comme on a pu constater, il y a des membres de certaines associations qui pénètrent dans les abattoirs justement pour dénoncer ce type de comportement-là parce que
justement, il n'y a pas de caméra, ce qui fait qu'il y a une espèce de no man's land total dans ces abattoirs. Alors ça commence à arriver, on commence à avoir certains abattoirs pour des chartes de bonne conduite sur le bien-être animal. Alors, le bien-être animal dans un abattoir, c'est très paradoxal, mais enfin, si on peut... Autant que faire se peut. On ne peut pas généraliser non plus. Il y a aussi bons abattoirs qui travaillent bien dans les normes sanitaires. Et c'est la chaîne alimentaire aussi. Il faut se résoudre à ça. Bien sûr. Voilà. Là, derrière, au niveau législation, il y a plein d'autres choses aussi qui se trament en protection animale. Et on rappelle, j'étais avocate spécialisée justement dans ce droit des animaux. C'est-à-dire que, pareil, on a parlé, c'est vrai, d'achat d'animalerie, mais derrière, il y a aussi les dons qui se font aussi des animaux sur Facebook, sur d'autres sites, etc. Et derrière, il y a une réalité aussi curieuse à laquelle on ne pense pas du tout. Alors c'est tout le problème, c'est que effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y a une charte de bonne conduite qui a été passée entre Le Bon Coin notamment, et le gouvernement. En revanche, ça ne concerne pas du tout des géants comme Facebook. Et effectivement, le don des animaux, puisque tu en parles, là pour le coup n'est pas du tout réglementé. Donc là, tant que ça ne fait pas partie d'un système de marchandisation, pour l'instant, le don d'un animal n'est pas réglementé. Mais c'est-à-dire que derrière, il y en a certains qui se servent, tu parlais des gerbilles, d'hamsters ou de petits animaux comme ça, ils s'en servent dans un objectif de nourriture pour leurs serpents ou pour d'autres animaux. Tout à fait. Ça, c'est un phénomène qu'on a constaté depuis quelques années maintenant, avec justement l'émergence de tous ces nouveaux animaux de compagnie qui nécessite de la nourriture vivante, si je puis dire. Donc, il y a des personnes qui se servent de ces animaux-là, de ces dons d'animaux-là, pour alimenter leur propre animal. Donc, ça génère effectivement un cercle vicieux extrêmement compliqué. C'est-à-dire que là, la complexité du droit, des lois, etc., c'est-à-dire que des fois, pour réparer, ou en tout cas pour corriger, on va peut-être interdire tous les dons, qui, souvent en plus, parce que même un don, il faut que les animaux soient quand même vaccinés, pucés, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une réglementation derrière, mais finalement, pour éviter des choses qui sont... Et dans le monde du cirque, qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans le monde du cirque, à l'heure actuelle, on a également une émergence, vraiment une prise de conscience. D'ailleurs, il y a certains sondages qui ont été faits et qui le démontrent, notamment par des associations de défense d'animaux, qui montrent que les Français, puisqu'on va rester sur notre territoire, sont de plus en plus contre cette détention d'animaux sauvages, notamment dans les cirques, pour une exploitation vraiment, parce qu'on sait aujourd'hui que derrière, souvent, alors pas toujours bien évidemment, mais souvent, il y a de la maltraitance, de la négligence, notamment dans des cirques un petit peu plus restreints. Ça ne se passe pas tellement dans les gros cirques où ils ont quand même un budget, ça leur permet d'avoir effectivement le bien-être animal en ligne de mire. Sur les plus petits cirques locaux notamment, moi c'est notamment un dossier auquel je pense, que j'ai en cours actuellement au cabinet. J'ai été saisie par une association qui s'appelle Free Life. C'est une association très, très, très active avec son président. C'est une association qui est dans la région et qui m'a saisie pour essayer de saisir justement 3 lions qui sont dans un cirque dans la région parisienne, qui sont complètement en déshérence. Ces lions, ils sont toute la journée dans des cages à tourner en rond. J'ai vu les vidéos, c'est absolument épouvantable. Donc on essaye d'actionner un petit peu tout ce qui nous est possible de faire pour que les certificats leur soient retirés à ces propriétaires d'animaux là, parce que malheureusement, surtout en ce moment avec le contexte dans lequel nous sommes, eh bien les cirques ont du mal à survivre. Donc ce n'est pas forcément de la maltraitance pour la maltraitance, c'est que parfois il y a des vrais problèmes économiques derrière et qu'il faudrait essayer d'extirper ces animaux-là pour les mettre dans des refuges adaptés, dans des parcs adaptés. Là, c'est finalement la question aussi sur les lois et sur les propositions de loi, aussi pareil qui se pose, c'est sur les animaux en captivité au sens large du terme. Là, on peut parler des cirques, mais ça peut être aussi, j'allais dire, des cétacés en captivité et autres. Bien sûr, alors ça c'est encore, ça fait partie des choses qui devraient être réglées depuis longtemps, puisqu'à l'époque, Madame Royal avait dit qu'elle allait interdire effectivement... Tout à fait. La reproduction des animaux en captivité dans les parcs aquatiques notamment, c'est toujours pas fait. Alors petit à petit, les lignes bougent un petit peu, mais c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une économie, il y a de tels enjeux économiques derrière. C'est très compliqué à mettre en place concrètement. En revanche, aujourd'hui, il est vrai que l'interdiction est passée sur le fait de faire reproduire de nouveaux animaux en captivité. On ne peut pas intégrer aujourd'hui de nouveaux animaux à but uniquement de reproduction. Donc ça avance doucement, mais ça avance quand même. Mais ce qui veut dire aussi, c'est-à-dire que la reproduction, les animaux ne peuvent reproduire que quand s'ils sont dans de bonnes conditions aussi. Donc ça amène finalement, cette reproduction amène à finalement privilégier leur bien-être et leur... Avant de poser... Tu veux poser une question, mais n'oublie pas qu'il y a une... Je peux faire l'avocat du diable 2 minutes, mais c'est un peu mon rôle parfois aussi. Est-ce que ces parcs, justement, n'ont pas une visée scientifique aussi de connaissance et de protection des espèces ? C'est ce qu'ils souvent ils nous disent.
en nous expliquant, bon oui, nous avons des animaux en captivité, mais ça nous permet de mieux comprendre leur fonctionnement pour mieux les protéger après dans leur milieu naturel. Alors ça, c'est effectivement l'argumentation qui est développée depuis des années par les parcs aquatiques, Marineland ou autres. Alors les scientifiques, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas ce que disent les scientifiques, c'est que ce n'est pas un argument extrêmement concret, parce qu'un animal, à partir du moment où on l'arrache à son milieu naturel, ou à partir du moment où il est né dans un milieu en captif, il n'a pas du tout les mêmes comportements qu'un animal dans son milieu naturel. Donc de fait, tout ce qui va être fait comme analyse ou comme étude de son comportement sera biaisé. Bon, ben, moi, je vais partir sur une analyse, c'est celle de l'horaire. Non pas l'heure que vous avez là, mais l'heure que vous auriez pu avoir, ou qu'on aurait pu avoir, parce que c'est un peu ça ta thématique du jour, avec ce fameux méridien de l'heure, qui aurait pu être le méridien de Paris, mais que tu nous as expliqué tout à l'heure, ça s'est passé à Londres. Il y a une histoire sur ce choix du méridien. Il y a une histoire assez passionnante, c'est la bataille du méridien de Paris, que la France a perdue à la conférence de Washington de 1884. Où il était question de 3 méridiens. Alors, il y avait le méridien qui était international situé sur l'île de Fer aux Canaries, et puis il y avait le méridien de Paris et le méridien de Greenwich. Alors, les Anglais, pour convaincre les membres de la commission qu'ils allaient adhérer au nouveau méridien, eh bien, ils leur ont dit, voilà, nous vous proposons d'accepter la convention sur le mètre qui a été décidée à peine 10 ans auparavant, à Paris d'ailleurs, et donc nous allons accepter d'abandonner nos pieds, nos pouces et autres joyeusetés qui font le système métrique anglais pour passer au système métrique international, à savoir le mètre, le kilo, la seconde et l'ampère. Alors ils décident de faire ça en 1884, et comme ça ils arrivent à convaincre les membres de la commission de voter pour le méridien de Greenwich. C'est ce qui se passe, donc on perd le méridien de Paris à ce moment-là, et les Anglais, la perfide Albion, acceptera finalement d'adopter le système métrique international en 1965, c'est-à-dire presque 80 ans plus tard, et l'adoptera finalement, l'Angleterre l'adoptera finalement en 1995, contrainte et forcée d'ailleurs de le faire. Je rappelle qu'il est historien, donc il mémorise les dates. Frédéric, il ne sait pas. Moi, chaque fois, c'est le professeur. Ici, c'est le professeur. On est là, on écoute. À part si tu lui dis 1804, il réagit. 1804, Code civil, voilà. Moi aussi. En France, donc, on nous enjoint de passer au méridien de Greenwich, mais évidemment, on est aussi lent et réticent que nos collègues outre-Manche à le faire. Et donc, comme vous l'avez vu à l'écran passer, il faudra attendre le 9 mars 1911 pour que la France décide, par législation, de changer l'heure et donc de retarder les horloges. Comme vous le voyez, on va retarder les horloges de 9 minutes et 21 secondes. Alors, ça peut paraître surprenant d'imaginer qu'un pays comme la France puisse avoir plusieurs fuseaux horaires, un peu comme les États-Unis par exemple, parce que c'est un pays qui n'est pas très étendu, ça fait 1000 km si on part de Monaco jusqu'à Brest, d'ailleurs notez bien ces deux villes, on va en reparler dans un instant, et pourtant, comme vous le voyez, le méridien de Paris coupe la France exactement en deux pratiquement, alors que celui de Greenwich, qui est plutôt à gauche sur cette figure, eh bien il coupe la France 2 tiers, 1 tiers. Et évidemment, ça pose un problème. Alors, ce qui est assez étonnant, vous allez voir, c'est un phénomène auquel vous allez assister le 21 juin, c'est-à-dire dans un mois. Vous allez regarder le journal télévisé et vous allez voir cette image magnifique du soleil qui passe dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Et quand vous verrez cette image à l'écran à Paris, eh bien, le soleil sera déjà couché à Toulon depuis une vingtaine de minutes. Alors pourquoi ? C'est marrant parce que ça m'arrive de faire des visios avec des amis qui sont à Paris, etc., de discuter avec eux, et on s'aperçoit que finalement... Il fait jour là-bas, il fait nuit déjà chez nous. Alors pourquoi ? Mais évidemment, c'est lié à la courbe apparente du Soleil qui va d'est en ouest, et en réalité, 1 degré de longitude correspond à peu près à 5 minutes de différence. Alors, il y a 4-5 degrés à Monaco, par exemple, et donc de Monaco jusqu'à Paris, il y a à peu près 20 minutes d'écart. Et si vous observez par exemple le même phénomène depuis Brest, eh bien quand l'image apparaît à l'écran au journal télévisé à Paris à 20h30, 20h40, à Brest, le soleil n'est pas encore passé au-dessus de Brest. Il faudra attendre 28 minutes pour voir le soleil se coucher à Brest. Donc c'est un truc assez étonnant. Nous avons donc perdu ce méridien de Paris, c'est fort dommage, mais c'est comme ça. Et alors ce qui est assez marrant, juste pour l'anecdote, c'est que le méridien de Greenwich, qui se trouve donc dans l'observatoire de Greenwich, dans la banlieue de Londres,
a une particularité, les Américains se sont amusés à recalculer l'endroit où il a été tracé. Et ils ont découvert que les Anglais, lorsqu'ils l'ont tracé au sol, ils se sont trompés, pas de beaucoup, de 102,50 mètres. Et donc actuellement, quand vous allez vous faire photographier à côté du méridien Greenwich, vous faites une grave erreur. Il faut en réalité vous déplacer de 102,50 mètres et vous placer exactement à côté d'une poubelle. C'est là où il passe. Voilà. D'accord. C'est pas un bon géomètre, a priori à ce temps-là. Ils n'ont pas pris les bonnes mesures. Oui, non, c'est plutôt marrant. Mais écoute, jolie parenthèse, et ça nous a appris quelques petits trucs sur les horloges. Juste avant de réenchaîner sur le droit des animaux, Frédéric, j'aimerais bien que tu répondes à quelques questions de téléspectateurs. Tu as reçu pas mal de courriers, comme c'est la dernière. Finalement, tu en as sorti plein vite fait du tiroir. Amandine, à la gare, t'as demandé, j'ai entendu dire que je pouvais passer un stage de récupération de points, même si mon permis de points était à 0. Et oui, Amandine, vous pouvez le faire uniquement si vous n'avez toujours pas reçu la fameuse lettre que l'on intitule 48 SI, lettre qui vous indique que ça y est, votre permis est déclaré invalidé. Mais tant que vous n'avez pas reçu cette lettre, vous pouvez courir faire un stage de récupération de points, même si vous avez réellement que 0 points sur votre permis, et vous en récupérerez 4 du moment que la lettre arrive après. Ouf, vous êtes sauvé. Bon, question de Jean-Luc Delagarde. Est-il vrai qu'en matière de garde d'enfants, la loi impose désormais la résidence alternée? Pas du tout. C'est un mode de résidence qui est de plus en plus privilégié en effet. Alors en droit international, il l'est. De plus en plus en droit français aussi. On a des cours d'appel comme celle de Versailles qui privilégient de plus en plus ce système comme étant la norme. Mais pour autant, en droit, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de loi en ce sens. Il y avait un projet de loi qui devait être voté il y a de cela 3-4 ans en arrière. Finalement, il n'a pas vu le jour. Ben merci. Et on va revenir à cette thématique justement sur l'actualisation de la thématique du droit des animaux. On a vu plein de choses et puis comme il nous reste quelques minutes, il y a des points qu'on aurait peut-être oubliés justement sur cette actualisation du droit des animaux. Alors, un point qui me semble important, c'est pour montrer que concrètement, enfin, ça commence à bouger. C'est que très, très récemment, il y avait un marché des oiseaux sur l'île de la Cité à Paris, un marché des oiseaux culte, si je puis dire, qui existait là depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui vient d'être interdit. Alors, ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle ça a été interdit. C'est qu'ils estiment que ça va à l'encontre, effectivement, du bien-être animal et de ce que ça doit être aujourd'hui, la considération du bien-être animal. Donc ça, c'est important parce qu'au-delà de l'interdiction, c'est la motivation qui, pour nous juristes, c'est toujours ça qui est important, qui est intéressante. Ça permet de se rendre compte à quel point, aujourd'hui, cette notion-là, qui était un petit peu une notion abstraite de bien-être animal, qui était portée uniquement par les associations, commence vraiment à venir dans la cité et à être concrète dans les décisions et à s'appliquer concrètement pour le bien-être des animaux. Vas-y, je t'en prie. Quid de la vivisection, maître ? Alors ça, c'est un autre sujet. Effectivement, la vivisection, ça revient un petit peu à ce que Frédéric disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, pour le coup, malheureusement, on a encore beaucoup de choses à faire parce qu'au niveau de la science, il y a de vraies avancées qui sont permises grâce à la vivisection. Inutile de vous dire que je suis évidemment contre la vivisection. En revanche, il reste encore à trouver une alternative à ce type-là d'expérimentation. Elle pourrait se faire effectivement, maintenant on développe beaucoup tout ce qui est in vitro pour les expérimentations, ce qui pourrait éviter l'expérimentation animale et je le souhaite vivement. Là, j'en profite pour dire que justement, tous ces aspects, tu les as abordés dans un article, oui. Notamment dans le numéro 1 du magazine Earth Dream Magazine. Alors c'est un magazine en fait qui a été créé pas du tout par moi, par une photographe animalière, Carole de Finance, qui est une passionnée des animaux et qui m'a contactée pour intervenir dans ce magazine-là, écrire un article notamment. Là, c'est le second opus qui va sortir. C'est un magazine qui est en ligne. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller consulter ce magazine-là. Earth Dream Magazine, oui. Exactement. Et puis, voilà, donc après, tout ce qui est association, justement, il y a un dossier qui va être, préparé au niveau du cirque, des associations, etc. aussi. Voilà, tout à fait. Là aussi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça bouge. On voit que même des grands quotidiens s'y intéressent. Il y a une journaliste également du Monde qui m'a contactée il y a quelques mois, qui a fait un article pour Le Monde Campus sur le bien-être animal auquel j'ai participé, puisqu'elle me l'a demandé. Tout ça pour vous dire que ça bouge, les étudiants sont en demande de ce type de diplôme-là, on reçoit régulièrement des sollicitations. On rappelle que le diplôme est basé à l'Université de la Gare Toulon. Tout à fait, à l'Université de droit de Toulon. C'est un très très beau diplôme avec des intervenants vraiment de qualité et qui permet justement d'avoir une appréciation plus juste et plus concrète du bien-être animal. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir ou pas? Hein?
Je vais pleurer, moi. Oh là là, c'est un grand sensible. En tout cas, moi, voilà, écoutez, c'était la toute dernière. Moi, je souligne surtout la qualité du travail de nos équipes qui sont en coulisses, que vous n'avez pas vu. Tous ces liens qui ont été construits pendant 4 ans avec, que ce soit les chroniqueurs qui sont là, que ce soit les invités, que ce soit tous les chargés de communication qui sont derrière, avec Morgane Lazispession, à qui je pense aussi. Une nouvelle aventure commence avec BFM. Certains d'entre nous seront sur cette aventure, d'autres ne le seront pas, donc dans nos différentes équipes. Donc, je remercie Sébastien Lyotard, le réalisateur de l'émission, Théo Sarfati qui est au son depuis le début. En plus, on était sur pas mal d'émissions itinérantes, etc. On a vécu des expériences d'adaptation permanente. Il y a Ilan Dehé aussi qui est là, mais on pourrait penser à Antelme Bizel, on pourrait penser à Marion Fischmann, à Bruno Batifol, j'en oublie certainement Greg et tant d'autres. Voilà, donc on a été nombreux sur ces équipes-là. Et puis voilà, je dis un gros merci, un gros bisou à tous ceux qui sont en coulisses et puis toutes celles et ceux que j'ai eu la chance de rencontrer, ces thématiques que j'ai eu la chance d'aborder grâce à la grande émission et grâce à Var Azur TV, etc. Donc une nouvelle aventure pointe, elle va arriver comme ça, comme des pointillés, elle va se dessiner. Donc je souhaite à tous une très belle aventure en mettant la 30 sur le Var, ou alors on trouvera toutes les infos, voilà, vous irez là, il y aura bientôt des sites internet, etc. qui vous permettront de découvrir toutes sortes de choses. Gros bisous à tous, un gros bisou à toi aussi Jean-Marc, parce que je m'as demandé, c'est ta dernière toi aussi, hein? C'est ma dernière. Moi, je voulais dire un grand merci à Philippe Salsicia qui nous a permis de participer à toutes ces grandes émissions et à faire partager notre passion, nos intérêts pour la science ou pour la justice ou pour d'autres thématiques. Et puis le remercier pour son professionnalisme et sa gentillesse et lui souhaiter beaucoup de bonnes choses pour la suite en étant persuadé qu'il va bientôt apparaître sur de nouvelles ondes. Ouais, mais écoutez, ça m'avait pensé à un sketch de Lukaku, il y avait un truc, c'était il fallait deviner la passion. Voilà, gros bisous à tous, très belle aventure et très belle journée à tous. Au revoir, merci à tous. La passion, la passion.